Il y avait 30 personnes dans ce salon, et Lucille Varenne les sentait toutes retenir leur souffle au même instant. La pluie frappait les vitres de la rue du Bac, régulière, indifférente, et dans la lumière des bougies, les visages se tournaient vers elle, comme des fleurs vers quelque chose qui brûle. Tanguy de Kerguéoc se tenait à 2 mètres. Sa mère Iseult accrochée à son bras. Et il regardait Lucille avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui, ni pendant les heures à l'atelier, ni au jardin des plantes en janvier, ni le jour d'avril où ses doigts avaient effleuré les siens. Ce qu'elle lisait dans ses yeux ressemblait à quelque chose d'irréparable. Sa voix, quand elle vint, était basse et parfaitement distincte. « Mademoiselle, je ne puis être vue avec vous. Mon rang ne le permet pas. » Le silence qui suivit avait le poids d'une pierre. Lucille sentit ses mains se fermer légèrement sur ses côtés, et elle comprit, dans cette fraction de seconde, que ce qu'on lui demandait de faire, c'était de disparaître sans bruit, de sourire peut-être, de trouver une sortie polie pour que la scène ne soit pas une scène. Elle regarda Tanguy une dernière fois, puis elle dit « Alors vous ne me verrez plus du tout, monsieur. » Elle pivota. Le salon s'étendait devant elle. Les robes, les éventails, les verres de cristal, les visages ouverts de curiosité ou fermés de gêne. Elle traversa tout cela sans se hâter, les épaules droites, le regard fixé sur la porte au fond. 30 personnes la regardaient Mathurin partir et elle les laissait regarder. Elle n'avait rien à cacher dans sa façon de marcher. La porte s'ouvrit sur le vestibule frais, puis sur la cour pavée où la pluie tombait en rideaux serrés. Un fiacre attendait au coin de la rue. Elle monta dedans. Ce n'est que sur le trajet, dans l'obscurité du fiacre qui cahotait sur les pavés mouillés, que 2 images lui revinrent sans qu'elle les ait appelées. La première, l'atelier rue de la Harpe, 8 mois plus tôt. Tanguy debout devant la table de travail, qui la regardait moudre le lapis lazuli dans le mortier de marbre. Il avait demandé, pas par politesse, elle l'avait su immédiatement. Comment on obtenait cette intensité de bleu? Ce bleu qui ne vieillit pas, qui reste vivant sur l'ivoire pendant 100 ans. Elle avait mis la pierre dans sa paume ouverte et guidé son geste. 10 secondes. Paume contre paume autour d'une pierre bleue. Il n'avait pas regardé ses mains à elle. Il avait regardé la pierre. C'était ça qui l'avait bouleversé, qu'il regarde la pierre. La seconde image, le jardin des plantes. Janvier, un groupe d'étudiants qui chahutaient près de la grille. Tanguy avait passé instinctivement entre elle et eux, sans un mot, sans même ralentir le pas. Un réflexe, quelque chose de naturel, comme respirer. Elle avait continué à marcher à côté de lui, et il n'en avait pas parlé. Ce geste-là, ce soir, dans le fiacre sous la pluie, elle le retournait dans sa mémoire, comme on retourne une lame. La contradiction la brisait plus proprement que la phrase elle-même. Le lendemain matin, Mariette trouva la porte de l'atelier déverrouillée. Elle entra et s'arrêta sur le seuil. Lucille était assise sur le tabouret bas, devant le chevalet, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle ne peignait pas. Elle regardait la toile posée contre le mur du fond, une toile retournée, face cachée, qu'elle n'avait jamais montrée à personne. Le portrait de Tanguy. Commencé en mars, jamais terminé, jamais signé. Mariette posa son châle sur le crochet. Elle s'approcha sans bruit et s'assit sur le bord de la table. « Tu vas le détruire ?» demanda Mariette. Lucille ne répondit pas tout de suite. Elle regardait toujours la toile retournée. « Pas tout de suite ?» dit-elle enfin. « Pourquoi pas maintenant ?» Lucille tourna la tête vers sa cousine. « Parce que si je le détruis maintenant,
je le détruis pour lui. Pour que la chose soit faite, pour que ce soit fini, pour ne pas avoir à y penser ce soir. Ce serait encore lui qui déciderait de ce que je fais dans mon propre atelier. Mariette garda le silence un moment. Et dans 3 semaines, ce sera différent? Dans 3 semaines, ce sera moi qui aurai décidé que c'est le bon moment. Mariette hocha la tête lentement. Elle ne posa pas d'autres questions. C'était l'une des qualités que Lucille lui reconnaissait. Elle savait quand les questions étaient finies. Les 3 semaines passèrent, Lucille prit des commandes, rendit visite à 2 clientes, prépara ses couleurs. Elle dormit sans rêve notable. Le 22e jour, un jeudi après-midi, alors que Mariette était sortie faire les courses de la semaine, Lucille prit le couteau à palette sur l'étagère, décrocha la toile retournée du mur et la posa sur le chevalet face à elle. Elle regarda le portrait une longue minute. Le travail était bon, meilleur qu'elle ne l'avait cru en le quittant en avril. Elle avait rendu quelque chose de vrai dans l'angle des épaules, dans la façon dont il portait sa tête légèrement inclinée quand il écoutait. Elle l'avait peint comme il était, pas comme il se croyait. Puis, elle porta le couteau à la toile et commença à gratter. Le travail dura 21 minutes. Elle gratta par couches, méthodiquement, jusqu'à ce que la toile soit nue. Pas déchirée, pas brûlée, simplement vide. 2 minutes de larmes vinrent alors, précises, sans débordement. Elle les laissa venir, puis elle posa le couteau sur la table, s'essuya les joues avec le revers de la main et dit à voix basse dans le silence de l'atelier : « Voilà. » Elle rangea le couteau. Elle prit la toile nue et la retourna contre le mur. Ce qu'elle ne dit pas à Mariette ce soir-là, ni les jours suivants. Elle avait gardé chaque ligne du visage, l'angle des épaules, la façon dont il portait sa tête, le bleu de l'iris, le même bleu que le lapis lazuli qu'elle lui avait mis dans la main. Elle n'avait pas décidé d'en faire quelque chose. Elle avait simplement noté, avec la précision d'une professionnelle, que le visage était là, rangé dans sa mémoire comme un carton de dessin préparatoire, disponible si elle en avait besoin un jour. Un souvenir lui revint, soudain, de la dernière visite de Tanguy à l'atelier, en avril. Il posait pour elle, pas un portrait officiel, un portrait qu'elle faisait pour elle-même, sans commande, sans destination. À la fin de la séance, il s'était levé et avait remis son manteau. En le boutonnant, il avait légèrement déplacé son col. Elle avait tendu les doigts et l'avait ajusté, un geste d'atelier, naturel, les doigts au niveau de la clavicule. Il avait posé sa main sur la sienne. 5 secondes. Ni l'un ni l'autre n'avaient parlé. Puis, il était sorti. Il ne s'était plus touché pendant 11 mois. Elle éteignit la lampe de l'atelier et alla se coucher. Iseult de Kerguéoc mourut 6 jours après le salon d'Hauteville, dans la chambre bleue de l'hôtel rue de Grenelle, avec le père Le Goff à son chevet et son fils debout près de la fenêtre. Elle avait tenu jusqu'au matin. Vers 11 heures, elle demanda à parler seule avec le confesseur. Tanguy sortit dans le couloir et attendit, les mains dans le dos, en regardant le mur. Quand le père Le Goff ouvrit la porte, son expression était grave mais sans mystère. « Elle demande à vous voir, dit-il. » Tanguy entra. Sa mère était plus petite que la veille. Il avait toujours l'impression, chaque matin, qu'elle rétrécissait d'1 centimètre pendant la nuit. Elle leva les yeux vers lui et dit, sans préambule, « Le serment, je te libère. » Tanguy ne bougea pas. « Maman, je t'ai demandé une chose de mourante. J'avais peur. » Elle marqua une pause. « On demande des choses absurdes quand on a peur. » Un souffle.
Tu n'as plus à tenir cette promesse. Je la retire. Devant le père Le Goff. Tanguy resta près du lit jusqu'à la fin, qui vint 2 heures plus tard. Il apprit le retrait du serment ce même matin, et comprit, dans la même heure, ce qu'il avait fait au salon de Hauteville pour tenir une promesse que sa mère allait annuler 6 jours plus tard. L'ironie était d'une précision chirurgicale. Il s'assit dans le grand fauteuil du bureau, les bras sur les genoux, et resta immobile un long moment. Il n'écrivit pas à Lucille en juin. La honte le paralysait d'une façon qu'il n'avait pas prévue. Non pas la honte ordinaire, mais quelque chose de plus lourd. La honte d'un homme qui ne peut pas nommer ce qu'il a fait sans se condamner lui-même dans les mots qu'il choisit. Pendant ce temps, à Paris, Lucille recevait en juillet une lettre d'une certaine Madame Pélagie Orcel, patronne des arts à Lyon, qui avait vu une miniature de Lucille dans la collection du baron de Sèze et souhaitait lui proposer un atelier rue du Bœuf, sous la Verrière du Nord, avec des commandes garanties pour l'automne. La lettre était précise, courtoise, sans flatterie excessive. Lucille la lut 2 fois, la posa sur la table et ne répondit pas pendant 3 semaines. En août, elle répondit oui. Elle boucla ses malles avec Mariette. Le matin du départ, elle fit le tour de l'atelier une dernière fois, vérifia que les toiles étaient bien emballées, que les pigments étaient dans leur boîte, que la pierre de lapis lazuli, qu'elle avait achetée elle-même en janvier, qui n'était pas celle de la commande de Tanguy, était dans le sac de travail. Puis, elle descendit l'escalier et monta dans la voiture. L'atelier rue du Bœuf était exactement ce que la lettre de Pélagie avait promis. Une grande pièce sous une verrière orientée nord, avec une lumière froide et stable qui ne mentait pas sur les couleurs. Lucille déballa ses affaires en 2 jours, tendit ses toiles vierges et commença le portrait de la marquise de Rives, le 3e matin. La marquise était une femme de 50 ans, avec un visage que les peintres de salon avaient toujours raté, parce qu'ils cherchaient à l'adoucir. Lucille ne chercha pas à l'adoucir, elle peignit ce qu'elle voyait. L'intelligence dans l'angle des yeux, la légère impatience dans la ligne de la bouche. La façon dont la marquise portait ses bijoux comme des outils plutôt que comme des ornements. Le portrait fut terminé en 5 semaines. Quand il fut accroché dans le salon de la marquise, les réactions arrivèrent vite. Pélagie Orcel vint voir, resta devant le portrait un long moment sans parler, puis se tourna vers Lucille et dit simplement « Vous peignez les gens comme ils sont. C'est rare. » En octobre, une chronique du journal des débats mentionnait « La jeune miniaturiste parisienne, Mademoiselle Varenne, dont le portrait de la marquise de Rives fait sensation dans les cercles lyonnais. » L'article était bref, précis, élogieux. Il circulait à Paris dès la semaine suivante. À Paris, justement, Gildas de Kerguéoc, 41 ans, cousin germain de Tanguy, héritier au 2e degré, lisait les nouvelles du matin avec la régularité d'un homme dont le patrimoine dépend de ce qu'il ne manque pas. Il convoqua séparément les représentants des familles Rohan et Montmorency et leur présenta la situation de Tanguy avec la clarté d'un notaire. Dernier de sa lignée, 33 ans, pas encore marié, et manifestement distrait par une miniaturiste de province. Les 2 familles avaient des filles à établir. Les alliances furent proposées officiellement à Tanguy avant la fin du mois. Tanguy refusa les 2, par lettre, en une phrase chacune. Le journal des débats arriva rue de Grenelle, un matin de novembre. Tanguy le lut au petit déjeuner, debout près de la fenêtre, comme il lisait toujours les nouvelles. Il tomba sur la chronique au bas de la 3e page. Il la lut une fois. Puis, il la relut. Il reposa le journal sur la table. Elle était à Lyon. Elle peignait la marquise de Rives.
Elle faisait sensation. Elle était devenue quelqu'un, pas quelqu'un qu'il lui avait permis de devenir, pas quelqu'un qui attendait qu'il règle ses propres affaires pour revenir la chercher. Quelqu'un qu'elle était devenue seule, sans lui, pendant les 6 mois où il n'avait pas trouvé les mots pour écrire. Il alla à son bureau. Il prit une feuille. Il écrivit « Je ne demande pas que vous me pardonniez. Je demande de pouvoir vous le demander. » Il signa, scella la lettre, l'envoya à Lyon par le courrier du soir. Lucille reçut la lettre 4 jours plus tard, un mardi matin, avant de commencer sa journée. Elle la lut debout dans l'atelier, avec son tablier déjà noué. Elle la lut une fois. Elle la plia. Elle la glissa dans le tiroir du bas de son secrétaire, sous les reçus de commande. Elle n'en parla pas à Mariette. Ce soir-là, après que Mariette fut endormie, Lucille sortit une toile vierge du placard, la posa sur le chevalet et resta devant elle un long moment dans la lumière de la lampe. Puis elle prit un pinceau fin, ouvrit le flacon de vernis copal et commença à poser la première couche de fond. Elle n'avait pas de modèle devant elle. Elle travaillait de mémoire, par couches, avec patience, comme on reconstruit quelque chose qu'on a soi-même détruit. Tanguy arriva à Lyon un mardi de décembre, sans prévenir. Il trouva l'atelier rue du Bœuf, par l'adresse que Pélagie Orcel avait publiée dans sa correspondance des arts. Il frappa à la porte à 10 heures du matin. Lucille ouvrit. Elle le regarda une seconde, puis s'écarta pour le laisser entrer sans dire un mot. Dans le fond de l'atelier, une jeune fille de 14 ans était assise sur la chaise de pause, les mains croisées sur les genoux. Lucille ne reposa pas son pinceau. Elle dit à la jeune fille « Mademoiselle Gallet, pouvez-vous aller chercher ma cousine Mariette au marché? Vous savez où elle est ?» Mademoiselle Gallet prit son manteau et sortit. Lucille et Tanguy restèrent seuls dans l'atelier. La lumière du nord tombait de la verrière, froide et précise. Lucille posa le pinceau sur le bord de la palette et se tourna vers lui. « Vous n'avez pas écrit ?» dit-elle. Il répondit simplement « Non. Il y a 6 mois. » Il confirma d'une voix égale. « Oui. » Elle attendit. Il y avait dans sa façon d'attendre quelque chose qui obligeait les gens à parler. Tanguy dit « Ma mère est morte 6 jours après le salon. Elle a retiré le serment devant son confesseur. Elle m'a dit qu'elle me libérait. » Le silence s'installa plusieurs secondes. Lucille ne bougea pas. « Je ne le savais pas, » dit-elle enfin. Il inclina légèrement la tête. « Non. Et vous venez me le dire 6 mois après. » Elle le regarda avec une attention qui n'était pas de la colère. Quelque chose de plus calme, et par conséquent de plus difficile à soutenir. « Vous comprenez ce que vous me dites, monsieur ?» Tanguy répondit « Que je vous ai fait 6 mois de solitude pour une promesse qui n'existait déjà plus. » Exactement. Elle croisa les bras, pas par défense, par contenance. « Alors pourquoi n'avez-vous pas écrit en juin ? » « Parce que j'avais honte. Et aujourd'hui ?» Il réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai honte différemment. » Lucille dégagea ses bras. Elle alla jusqu'à la fenêtre et regarda la rue en bas. Les pavés humides, un charretier qui passait, la vie ordinaire de Lyon en décembre. Elle dit, sans se retourner, « Vous avez juré à votre mère mourante. Je comprends ça. Ce que je ne comprends pas, c'est le salon de Hauteville. Vous auriez pu me faire signe avant. Vous auriez pu m'écrire la veille. Vous auriez pu me dire que vous ne pouviez pas venir. Vous avez choisi d'être là et de dire la phrase devant 30 personnes. » Elle attendit sa réponse. « Oui. » « Pourquoi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, parce que ma mère était dans la pièce. Et que si je n'avais pas dit la phrase à voix haute,
elle aurait su que je ne tiendrais pas le serment. Lucile se retourna. Vous l'avez dit pour elle. Sa voix ne vacilla pas. Oui. Et moi, j'étais le moyen de vous acquitter. Il ne contesta pas. C'était, apparemment, ce qu'il était venu entendre. La formulation exacte de ce qu'il avait fait, dans la bouche de quelqu'un qui n'allait pas l'atténuer pour lui. Lucile dit « Je vais vous demander de partir. » Il fit un mouvement, elle leva une main. « Et une chose, si vous voulez me revoir, ne venez pas en privé. J'exposerai 2 miniatures au Salon des artistes de Lyon en mars, au Palais Saint-Pierre. Venez, et vous verrez ce qui s'y passe. » Il la regarda un moment. « C'est tout ? C'est tout ?» Il prit son chapeau sur la table où il l'avait posé en entrant. Il alla jusqu'à la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée. « Le portrait que vous peignez là. » Il inclina la tête vers le chevalet, vers la toile couverte d'un linge. « C'est pour la marquise de Rivès ? » ?»« Non, » dit Lucile. Il sortit. Elle entendit ses pas descendre l'escalier de pierre, puis la porte de l'immeuble qui se fermait en bas. Elle attendit que le bruit disparaisse, puis elle alla reprendre son pinceau, souleva le linge sur le chevalet d'un geste précis et dit à voix haute dans l'atelier vide « Tournez la tête d'un quart, mademoiselle. » En janvier, Gildas de Kerguéoc convoqua le conseil de famille breton à Rennes et fit lire la clause du fidéicommis par le notaire maître Cadoret. Si Tanguy n'épousait pas dans le cercle des 15 familles avant ses 35 ans, c'est-à-dire dans 18 mois, le domaine de Quimperlé revenait à Gildas par substitution héréditaire. Le texte était clair. Maître Cadoret le lut 2 fois. Tanguy, absent de la réunion, en reçut la copie par courrier à Paris. Il la posa sur son bureau à côté des 2 lettres de refus qu'il avait envoyées aux familles Rohan et Montmorency. Il n'y répondit pas. En février, une lettre sans signature arriva chez Pélagie Orcel à Lyon. Elle suggérait, dans un français soigné et prudemment vague, que la miniaturiste mademoiselle Varenne aurait reçu des faveurs tarifées du duc de Kerguéoc en échange de sa venue à Lyon. Pélagie lut la lettre 2 fois, la posa sur son bureau et fit appeler Lucile. Quand Lucile arriva, Pélagie lui tendit la lettre sans commentaire préalable. Lucile la lut debout. Elle la reposa sur le bord du bureau. « Vous la croyez ?» demanda Lucile. « Non, » dit Pélagie. « Mais elle existe. Je vous la donne. Vous décidez ce que vous en faites. » Lucile prit la lettre, la plia avec soin et la mit dans la poche de son tablier. « Merci de me l'avoir montrée. »« Qui l'a écrite ?» demanda Pélagie. « Quelqu'un qui a besoin que je parte de Lyon. » Pélagie hocha la tête. Elle ne posa pas d'autres questions. Elle dit « Le salon est le 15 mars. Bourgelat vous a réservé 2 emplacements dans la salle centrale. »« Je sais, » dit Lucile. « J'y serai. » À la fin de février, à Paris, la marquise de Rive donnait un dîner dans son hôtel du faubourg Saint-Germain. Elle mentionna devant ses invités qu'une œuvre particulière était attendue au salon de Lyon en mars. Qu'elle ne pouvait pas en dire davantage, mais qu'il valait la peine de faire le voyage. Tanguy de Kerguéoc était au bout de la table. Il entendit. Il ne dit rien. Le 14 mars au soir, un billet arriva à son hôtel rue de Grenelle. 3 mots de la main de Lucile. Pas de signature. Ce n'était pas nécessaire. Demain, 15 heures. Le Palais Saint-Pierre était plein à 15 heures. 80 invités, 5 journalistes dont 2 du journal des débats, les habitués des cercles lyonnais, la marquise de Rive, qui avait fait le voyage depuis Paris, monsieur Bourgelat qui faisait les présentations, Pélagie Orcel, qui circulait avec la grâce précise d'une femme qui a organisé chaque détail
et veut que rien n'y paraisse. Dans la salle centrale, 2 miniatures d'Éric de Lucille Varenne étaient accrochées. La première, catalogue numéro 31, était le portrait de la marquise de Rives, le chef-d'œuvre qui avait fait sensation en octobre, que tout le monde dans la salle connaissait déjà de réputation. La seconde, plus petite, catalogue numéro 47, était accrochée à gauche de la fenêtre centrale. Un homme de 3/4, regardant hors du cadre, sans nom de modèle. Titre, portrait d'un homme qui n'est plus là. Personne dans la salle ne savait qui était le modèle. Sauf Mariette, qui se tenait près de la porte du fond et gardait les mains jointes. Tanguy entra à 15h05. Il portait l'habit complet, ses insignes ducaux, non pour intimider, mais parce que s'il venait, il venait en entier, sans ambiguïté sur qui il était et ce qu'il représentait. Le murmure parcourut la salle immédiatement. Pélagie alla à sa rencontre. « Monsieur le duc, Madame Orcel, je viens voir la miniature numéro 47. »« Elle est là-bas, » dit Pélagie. « Mademoiselle Varenne est à côté. » Il traversa la salle. Les invités s'écartaient légèrement sur son passage, par curiosité, par courtoisie, par ce réflexe qu'ont les gens dans les salles de réception quand quelque chose est sur le point de se produire sans qu'ils sachent encore quoi. Lucille se tenait à 2 mètres de la miniature numéro 47. Elle regardait la salle, pas lui. Elle ne l'avait pas regardé entrer. Tanguy s'arrêta devant la miniature. Il regarda son propre visage, peint de mémoire. Il le comprit immédiatement, avec une précision qui n'était pas flatteuse et n'était pas cruelle non plus. C'était lui tel qu'il était, l'angle des épaules, la légère inclinaison de la tête quand il écoutait, et quelque chose dans les yeux qu'il ne savait pas qu'elle avait vu. Il resta immobile devant le tableau. Dans la salle, les conversations s'étaient ralenties. Les journalistes regardaient. Avant qu'il puisse parler, Lucille se tourna vers la salle. Sa voix ne chercha pas à porter. Elle portait d'elle-même, claire et mesurée, avec la qualité d'une voix habituée à remplir les ateliers et non les salons. « Mesdames, messieurs, cette miniature s'intitule « Portrait d'un homme qui n'est plus là ». Je l'ai peinte en septembre, à partir de ce que ma mémoire avait gardé. Je l'ai exposée aujourd'hui en mars. Elle représente un homme qui, il y a 10 mois à Paris, dans un salon devant 30 personnes, m'a dit qu'il ne pouvait pas être vu avec moi. J'ai entendu. Je suis parti. J'ai peint d'autres visages depuis. Vous avez vu l'un d'eux ce soir, catalogue numéro 31. Mais j'ai gardé celui-ci, parce que les peintres de portraits gardent les visages, même ceux qu'ils ont détruits une première fois. Elle fit 3 pas vers le mur, décrocha la miniature du clou, la tint à 2 mains, face au public, comme on tient quelque chose qu'on a décidé de remettre en circulation. Cet homme n'existe plus. Je le retire de cette salle, parce que je ne peins pas de portraits d'hommes que je ne vois plus. Elle marqua une pause, puis elle se tourna vers Tanguy. Et parce qu'il est venu aujourd'hui, je rends à l'homme qui est devant moi son propre visage, s'il le veut, mais sous condition qu'il dise ici devant vous que l'homme du salon d'Hauteville était lui et non quelqu'un d'autre, qu'il accepte publiquement que je garde mon atelier, mon nom et ma place à Lyon sans condition ni retour, et qu'il ne me demande rien avant 1 an. Le silence dans la salle avait une texture particulière, celui des endroits où quelque chose d'irréversible vient de commencer. Lucille tendit la miniature à Tanguy. « Monsieur le duc, voulez-vous votre visage ?» Tanguy prit la miniature. Ses mains tremblèrent, légèrement, distinctement, pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. Il regarda la salle. Les 5 journalistes écrivaient. La marquise de Rives, au premier rang, avait les yeux fixés sur lui.
Pélagie Orcel se tenait près de la porte, immobile. Il dit « L'homme du salon d'Hauteville était moi. » Sa voix était celle qu'elle lui connaissait, basse, précise, sans ornement. Il continua « Je ne le nierai pas. Le nier serait le deuxième mensonge, et un deuxième mensonge n'est pas une correction, c'est une confirmation. Ma mère est morte 6 jours après ce salon, en retirant le serment pour lequel j'avais prononcé cette phrase. J'ai mis 8 mois à venir ici. Ce n'est pas suffisant, et je ne demande pas que ce soit suffisant. Ce que je déclare devant vous ce soir, c'est que mademoiselle Varenne gardera son atelier, son nom et sa place à Lyon. Non pas parce qu'elle me le demande, mais parce que c'est ce qui est juste. Je ne lui demanderai rien avant un an. Il marqua une pause. Ses yeux allèrent à Lucile. Ce que je demande ce soir, devant vous, c'est la permission de ne plus être devant le monde l'homme qui a prononcé cette phrase en mai. Lucile le regarda. Elle tendit la main, pas le bras, la main, nue, ouverte, paume vers le haut. Tanguy la prit. Ils firent passer le tour de la salle centrale, 35 pas sous les regards de 80 personnes. Le bruit des conversations avait entièrement cessé. Les pas de Lucile sur le parquet de chêne étaient réguliers. Elle ne regardait pas Tanguy. Elle regardait droit devant elle, avec l'expression d'une femme qui accomplit quelque chose qu'elle a décidé d'accomplir et qui ne sera pas dérangée dans son accomplissement. Au bout du parcours, elle retira sa main, pas brusquement, avec intention, visiblement, pour que chacun dans la salle comprenne que le retrait était aussi délibéré que l'offre. « Voilà, dit-elle. Ce soir, chez Madame Orcel, nous parlerons. » Elle se détourna et alla rejoindre Monsieur Bourgelat, qui attendait avec la liste des acheteurs potentiels pour le catalogue numéro 31. Dans la salle, les journalistes continuèrent d'écrire. Gildas de Kerguéoc lirait l'article dans 3 jours. Il comprendrait ce que cela signifiait pour le fidéicommis. Un duc qui accepte publiquement les conditions d'une miniaturiste ne revient pas dans le cercle des 15 familles, c'était, comme Lucile l'avait dit en décembre, le problème de Tanguy, pas le sien. Le petit salon du premier étage de l'hôtel Orcel donnait sur le jardin intérieur. Pélagie avait fait poser 2 bougies sur la table basse et s'était éclipsée avec le tact d'une femme qui sait exactement quand sa présence devient un obstacle. La pièce était silencieuse. On entendait, très loin, le bruit de la rue. Lucile et Tanguy s'assirent de part et d'autre de la petite table. Elle avait posé son châle sur le dossier de la chaise. Lui avait retiré ses gants. Ils parlèrent 2 heures. Tanguy parla d'abord du serment, de la nuit avant le salon, de ce que sa mère lui avait demandé et pourquoi il avait dit oui. Il parla du retrait, des 6 jours, de la façon dont il avait compris ce qu'il avait fait dans le même mouvement où il apprenait que la promesse était annulée. Il parla des 8 mois de silence, non pas pour les justifier, mais pour les nommer avec précision, parce que c'était ce qu'elle méritait, la vérité dans l'ordre où elle s'était produite. Il parla de Gildas, du fidéicommis, de Quimperlé. Lucile l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Elle avait les mains posées sur la table, croisées l'une sur l'autre. Quand il eut fini, elle dit « Je comprends le fidéicommis. Ce n'est pas mon problème. » Il acquiesça sans détour. « Non. Que vous perdiez Quimperlé ou non ne change rien à ce que j'ai dit cet après-midi. 1 an. Puis nous verrons. » « D'accord. » Ils restèrent silencieux un moment. La bougie de gauche crépita légèrement. Tanguy dit « Puis-je vous demander une chose ?» Elle l'autorisa d'un geste. « Oui. » « Ne peignez personne d'autre de mémoire. » Lucile considéra la demande. Elle ne la rejeta pas immédiatement, ce qui signifiait qu'elle la prenait au sérieux. « Je vous promets que je ne peindrai plus de portraits d'hommes qui ne sont pas là. »
dit-elle. « Mais je peindrai qui je veux qui est là. » Il hocha la tête. « C'est juste. » Elle le regarda. Vraiment, pour la première fois depuis mai. Sans la distance d'atelier, sans la distance de salon, sans les 18 personnes entre eux. Il était là, dans la lumière de 2 bougies, et il était exactement comme elle l'avait peint de mémoire, ce qui signifiait que sa mémoire était bonne. Le baiser vint de lui, lent, les yeux ouverts d'abord, puis fermés. Bref, il n'y avait pas de passion qui débordait là-dedans, rien qui emporte ou qui précipite. Il y avait quelque chose de plus grave. Un baiser qui fermait une parenthèse de 11 mois sans en ouvrir une autre que celle qu'elle avait elle-même autorisée. Elle ne se pencha pas contre lui après. Elle resta assise, le dos droit, et leurs mains se rejoignirent sur la petite table. Les siennes par-dessus les siennes, sans serment, simplement posées. « 1 heure, dit Lucile. Puis je rentre à mon atelier. Il répondit sans hésiter. D'accord. Ils restèrent ainsi dans le petit salon, avec les 2 bougies et le jardin obscur derrière la fenêtre, pendant que Lyon continuait sa nuit autour d'eux. Pas de mariage annoncé, pas de nuit ensemble, 1 an devant eux, ni promesse ni refus, seulement le temps qu'elle avait demandé et qu'il avait accepté devant 80 témoins et 5 journalistes, ce qui signifiait que cette fois, il ne pourrait pas revenir sur sa parole sans que le monde entier le sache. C'était pour ce soir suffisant. Au bout d'1 heure, Lucile se leva, reprit son châle et dit bonsoir. Elle descendit l'escalier de l'hôtel Orcel, traversa le vestibule et sortit dans la rue. La nuit de mars était froide et sèche. Elle prit la direction de la rue du Bœuf, les mains dans son manchon, marchant à son rythme ordinaire, ni plus vite ni plus lentement que d'habitude. Dans l'atelier, la toile était sur le chevalet, couverte de son linge. Elle alluma la lampe, souleva le linge et regarda le portrait une dernière fois. Il était terminé depuis la semaine précédente. Elle n'avait pas eu besoin de modèle devant elle. Elle avait peint ce qu'elle avait gardé, et ce qu'elle avait gardé était exact. Demain, elle commencerait autre chose, autrement.